Bonjour à tous. Je me présente à Stéphanie Blondel. Pour les clients qui ne me connaissent pas, je suis responsable de compte chez ADP. Donc merci déjà de votre participation pour aujourd'hui parce que bon, on sait que c'est une période aussi de paye pour un grand nombre d'entre vous. Donc merci de vous être rendu disponible pour cette WebEx. Muriel, si tu pouvais passer à l'ordre du jour, s'il te Bien plaît. sûr. Ah, Merci. si. Voilà. Pardon. Alors, l'ordre du jour d'aujourd'hui, hein, c'est effectivement déjà de rappeler les objectifs justement de la WebEx d'aujourd'hui, pourquoi on a organisé cette WebEx. On fera un tour aussi au niveau des participants de cette WebEx, notamment les clients qui ont été invités, qui ont répondu présent aujourd'hui. Muriel nous fera un état des lieux des textes relatifs à la métallurgie, avec justement la grille unique de classification des emplois. Et puis, on a Cécile Abemonti qui interviendra dans le cadre de l'accompagnement ADP autour justement de cette nouvelle convention de la métallurgie. Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, par rapport aux objectifs de la WebEx, donc le premier, le plus important, c'est vraiment de vous rappeler les points majeurs de la nouvelle convention collective de la métallurgie, avec justement la nouvelle classification des emplois qui vont impacter tous vos salariés. Et donc Muriel Ricardo, qui est ici de notre service support, a donc épluché cette nouvelle convention pour nous. Et justement, on a fait une synthèse et c'est ce qu'elle va vous présenter juste après. Et ensuite, donc Cécile, qui fait partie qui est consultante RH chez ADP, vous présentera la méthodologie d'accompagnement qui est proposée à nos clients autour de cette nouvelle convention de la métallurgie. Et puis un point important surtout, c'est vraiment cette WebEx, c'est le moment, c'est aussi un moment d'échange avec vous et avec nous ADP, mais aussi un moment d'échange entre vous. Parce que c'est vrai que peut-être qu'en fonction de votre contexte au niveau de chacune de vos sociétés et de l'avancement que vous avez fait au niveau de cette nouvelle convention, vous avez peut-être des problématiques, des questions, et c'est le moment justement de partager tous ensemble sur cette nouveauté de cette convention collective. Juste par rapport à la partie paramétrage paye qui va être mis en place, on l'abordera pas aujourd'hui, puisque là, nos équipes R&D support vont nous livrer sur la release du mois de juillet justement toutes ces évolutions. Et donc, on reviendra vers vous courant cet été, donc très certainement au mois de juillet, justement pour vous présenter ce qui va être pris en compte au niveau du paramétrage. Donc, ce qu'ils vont nous livrer, ce sera de toute façon des évolutions standards, après qui seront aussi probablement adaptées selon le contexte de chacun et selon les demandes. Donc là, on verra cette partie-là du coup dans un second temps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les objectifs. Sur les participants, donc autour de cette call, sur les participants qui ont accepté l'invitation. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres clients qui sont connectés sans avoir accepté, que du coup on aurait peut-être oublié. Alors on a Muriel, si tu pouvais passer au slide de suivant. Excuse-moi. Donc on a la société Atos, Descours et Cabot, la société GXO, John Deere, Société Legrand, Renault, Renault Electricity, Valeo et Dassault. Je ne sais pas si il y a d'autres clients qui se sont connectés qui ne font pas partie de la liste des clients. Peut-être. Si, Si. oui. Affirmative, Saint-Gobain Il y a Distribution la Bâtiment. page. Et puis, Saint-Gobain Bonjour, la page. Distribution d'accord. Très bien, merci. et Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Je vais y arriver. Pas de souci. Et donc autour de cette colle, un côté ADP, donc ce que j'avais dit, donc il y a Muriel Ricardo qui fait partie de notre équipe support, Cécile Abemonti qui est notre consultante RH chez ADP, François-Jean Coudray qui est responsable de compte, moi-même qui est responsable de compte, et plus largement autour de la colle, donc nous avons des responsables de compte, des managers de proximité, des managers opérationnels, des gestionnaires de paie, mais aussi des ingénieurs clientèle. Donc voilà, Muriel, je te laisse la main sur ta présentation. D'accord, merci. Alors comme l'avait dit Stéphanie, ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord vous faire cette présentation plutôt
juridiques, enfin conventionnelles en l'occurrence. Et puis, je vous propose de, si vous avez des questions au moment de ma présentation, de les mettre sur le chat. On les reprendra à la fin. Et puis si, voilà, et après, ce sera aussi un moment d'échange en direct, hein, bien sûr, si vous le souhaitez. Alors, voilà, comme je ne connais pas du tout votre niveau de connaissance par rapport à cette nouvelle convention métallurgie, il m'a semblé important de revenir sur l'état des lieux des textes existants par rapport à ce qui va arriver en 2024 et un peu les raisons pour lesquelles la Fédération Métallurgie a souhaité mettre en place cette convention unique de la métallurgie. Alors jusqu'au 31 décembre 2023, plusieurs textes sont applicables dans la métallurgie. Nous avons d'abord des accords nationaux. Ces accords nationaux qui concernent toutes les catégories, hein, les ouvriers, les étables, les ingénieurs et cadres, et qui, comme vous le savez, dans toute convention collective, reprennent toutes les dispositions voilà, qui concernent les salariés tout au long de leur vie dans l'entreprise, dans le cadre de leur contrat de travail. Donc nous avons dans un premier temps effectivement ces accords nationaux. Dans un deuxième temps, nous avons aussi une convention collective donc nationale qui concerne les ingénieurs et cadres. Donc déjà, on voit bien que pour les ingénieurs et cadres, nous avons deux sources de dispositions conventionnelles, les accords nationaux, la convention collective. Donc déjà, je ne l'ai pas dit, mais déjà les accords nationaux, convention collective, ça c'est énormément, enfin c'est 7000 pages, hein, c'est des accords qui certaines fois sont très anciens, qui ne sont pas forcément à jour de la législation du travail actuelle. Et puis par rapport, par exemple, aux ingénieurs et cadres, ça signifie que souvent les employeurs sont de fait amenés à faire une comparaison entre l'accord, la convention collective, etc. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Vous savez aussi que nous avons des conventions et des accords territoriaux. Il existe 76 territoires dans le cadre desquels sont négociés par les partenaires sociaux un certain nombre de règles, de dispositions, plutôt relatifs aux primes, indemnités, valeur du point, en fait, tout ce qui correspond à une réalité de terrain finalement, de territoire, hein. Donc, ça ne provient pas du national, c'est pas des accords nationaux qui se déclinent sur le territoire, ce sont bien des accords territoriaux qui sont mis en œuvre dans les territoires en question. Donc voilà, ça c'est l'existant actuel, un peu complexe, pas forcément à jour comme je le disais. Donc voilà, d'où cette volonté de simplifier tout ça. Donc pour donner plus de visibilité et donc simplifier la mise en application des dispositions conventionnelles, la Fédération a signé le 7 février 2022 la Convention collective nationale de la métallurgie, qui a été étendue en décembre 2022. Et cette nouvelle convention collective, en fait, est numérotée sous un numéro d'IDCC unique, la 3248. Donc déjà, tous les autres IDCC hein, qui existent par rapport aux conventions territoriales, à partir du 1er janvier 2024, il n'y en a plus qu'une unique, c'est 3248. Et cette convention collective unique concerne l'ensemble des statuts de l'entreprise, les ouvriers, les étables, les ingénieurs et cadres. Dans cette convention collective unique, on retrouve bien évidemment l'ensemble des dispositions qui sont applicables à tout salarié durant leur contrat de travail. Alors, cette convention collective unique, j'ai mis un lien dans la présentation, parce qu'elle est accessible de façon très facile. Vous avez peut-être déjà récupéré la convention, hein, vous tapez convention collective 2024. J'attire votre attention sur le fait que c'est notre seule source, je dirais, législative pour comprendre ce qu'il faudra mettre en place en 2024. Il n'y a pas d'autre source, c'est véritablement la convention collective. Elle fait un peu plus de 220 pages. Je ne sais pas si vous l'avez parcouru. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Alors, vous n'allez pas forcément avoir à imprimer 220 pages. Elle est bien faite dans le sens où, franchement, déjà le sommaire, enfin moi j'ai imprimé que le sommaire, me permettant ainsi de me reporter facilement sur l'article ou le chapitre qui m'intéresse.
Elle est très accessible comme ça en lecture, sans être des spécialistes, voilà, sans être des juristes. Moi-même, je ne suis pas juriste, et franchement, c'est plutôt intéressant de la parcourir. Alors, tout voilà, ne vous intéressera pas, mais les chapitres essentiels de la rémunération, de la classification, etc., tout ce qui concerne le contrat de travail, les suspensions, je pense que c'est important, si vous ne l'avez pas déjà fait, de le faire pour votre propre connaissance personnelle et voilà, et pour travailler sur ce sujet, je pense qu'il faut quand même mieux prendre connaissance de cette convention collective. Alors, s'ajoute à cette convention collective en fait des accords qui ont été signés, en l'occurrence le même jour, le 7 février. Alors, un accord sur le régime de protection sociale complémentaire qui est entré en vigueur cette année au 1er janvier, qui vient en fait se remettre en adéquation par rapport aux nouvelles dispositions convention collective, donc concerne donc la retraite, la prévoyance complémentaire. Et puis un autre accord concernant la santé, la sécurité, les conditions et les qualités de vie au travail qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024, comme la métallurgie. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens. La mise en place de la convention collective unique en juillet 2024 doit se faire de façon, en mode Bing Bang, c'est-à-dire au 31 décembre 2023, on applique les dispositions de la convention ou des accords actuels. Au 1er janvier 2024, on applique les nouvelles règles de la convention collective unique. Et puis, à ces accords se rajoutent aussi des avenants. Alors, un avenant qui est arrivé un petit peu plus tard par rapport à la signature de l'accord du 7 février 2022 concernant la prévoyance, la protection sociale complémentaire. Le 1er juillet 2022, donc, a été signé un avenant qui est revenu sur le dispositif signé dans l'accord avec des aménagements. De même, concernant la convention métallurgique qui avait été signée le 7 février, eh bien, en fait, le 1er juillet de cette même année 2022, ils sont venus apporter des corrections, des modifications, voire des correctifs, des coquilles qu'ils avaient retrouvées dans la convention collective. Et puis, le 30 septembre 2022 a été signée l'intégration de la sidérurgie, de la convention sidérurgie, dans la convention collective unique. Et d'ailleurs, dans la convention collective unique, dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, le PDF de plus de 200 pages, vous retrouverez, je ne sais pas si vous êtes concerné par la sidérurgie, vous y retrouverez la convention de la sidérurgie. Dans les annexes de cette convention collective, vous retrouverez aussi, ils ont fait un état des lieux de l'ensemble des accords nationaux ou territoriaux qui ont été abrogés et ceux qui sont toujours d'actualité. Donc c'est vraiment assez, c'est la source unique d'information, mais c'est quand même une richesse au niveau disposition conventionnelle. Alors, pour autant, tout à l'heure je disais il y a 76 territoires, pour autant, la convention collective unique ne va pas être la seule à préconiser, à être mise en place dans les entreprises, puisque cette idée que les territoires ont des spécificités du fait de leur position géographique, la convention collective unique ne dispense pas les territoires de négocier des accords sur les sujets qui sont propres toujours un peu autour des primes, la valeur du point ou des accords autonomes. Alors là, on est donc en mai 2023. Les informations que nous avons à ce sujet, c'est que a priori, la majorité des accords territoriaux seront bien signés pour une mise en application au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que les anciens accords seront dénoncés assez tôt pour qu'on puisse mettre en place les nouveaux accords territoriaux. Peut-être que 2 ou 3 accords seront un peu tardifs dans leur mise en application. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je prends le sujet de la valeur du point, puisque la valeur du point reste déterminée par les partenaires sociaux au niveau territorial, si la valeur du point n'a pas été négociée ou ils ne se sont pas mis d'accord pour une mise en place au 1er janvier 2024, et que du fait du délai de dénonciation, ça sera plutôt en place pour février, mars ou avril 2024. Cela signifie que nous appliquerons en janvier 2024 la valeur du point suite au dernier accord qui a eu lieu donc avant la dénonciation de cet accord. Voilà, donc on suit ça comme on peut parce que c'est un point important que vous ayez aussi en mémoire, c'est que
une convention collective, pour nous, ADP, qui suivons la législation, on n'est pas outillés pareil. C'est-à-dire que nous avons une veille légale, hein, des supports juridiques qui ont des accès directs avec des personnes dans des organismes, la DSS, la GERCARCO, la DGFIP, et grâce auxquels on peut avoir des réponses à des questions d'interprétation, etc. Une convention collective, en fait, il faut être adhérent à la convention métallurgie. Or, ADP n'est pas adhérent à la métallurgie, puisqu'on est Syntec. Donc, même si on a eu l'occasion en 2022 d'avoir quelques ateliers d'échange avec l'UIMM, depuis pratiquement un an, ce n'est plus le cas. Finalement, ce sont les entreprises qui, elles, ont un accès plus facile, plus direct, avec un interlocuteur de la Fédération de la métallurgie. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous allez vous poser des questions d'interprétation, de mise en œuvre par rapport à vos problématiques d'entreprise, faut pas forcément se tourner vers ADP pour avoir les réponses, mais plutôt vers l'UIMM. Voilà, les appeler, c'est eux qui pourront vous aider là-dessus. Nous, on est là pour vous aider à les mettre en place, mais sur des questions de, je ne sais pas, hein, d'interprétation, de voilà, j'ai ce cas de figure, comment il faut que je le prenne en compte par rapport à ce qui est attendu de la convention collective. On ne sera pas forcément les mieux placés pour ça. C'est vraiment la convention métallurgique qui pourra vous répondre. Alors, comme l'a dit Stéphanie, enfin, je ne vais pas bien sûr éplucher les 220 pages de la convention collective, ça serait fastidieux. Par contre, il me semble important de revenir sur un sujet qui est central, qui est finalement un petit peu une révolution, je trouve, dans l'histoire des conventions collectives, en tout cas dans celle-ci. C'est que la convention collective de la métallurgie, en préambule des nouvelles dispositions, hein, le travail préalable à la mise en place de tous les nouveaux dispositifs, c'est une nouvelle méthode de classification, de cotation des emplois. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, les salariés étaient classés, hein, on les classait selon une catégorie, la classification, le coefficient, l'échelon, le niveau, etc. C'était une classification des salariés. Avec la nouvelle convention collective, on va classer des emplois. C'est-à-dire que les employeurs, alors je pense que c'est ce que vous faites actuellement, ou en tout cas, ou même si vous avez fait appel à ou ADP dans le cadre de la consulting RH que présentera Cécile, ou via un cabinet extérieur, le travail de fond à faire dans chacune des entreprises, mais toutes les entreprises de France relevant de la métallurgie ont la même méthodologie de travail, c'est-à-dire faire une fiche descriptive des emplois occupés par les salariés actuellement, de façon à en ressortir une grille à travers laquelle on va coter les emplois. Je vais vous présenter tout à l'heure. Le référentiel de cette fiche descriptive pour coter les emplois est unique pour toutes les entreprises. Elle est accessible aussi, hein, c'est ce que j'ai mis ici en italique, le guide pédagogique paritaire. Pareil, c'est ça sur Google, vous l'aurez. C'est la même méthodologie de travail. Qu'est-ce que c'est que cette classification des emplois? En fait, l'idée, c'est de dire, à partir de la fiche descriptive de l'emploi, quand on a, voilà, l'employeur a fait ça, il va passer cet emploi à travers une grille unique de référence qui se présente, alors c'est peut-être un peu petit, mais dans la convention collective, on la voit bien, qui se présente de la façon suivante. Les emplois passent à travers cette grille dans laquelle on a des critères de classement qui sont au nombre de 6. Alors c'est tout petit, je vais vous les dire. Il y a la complexité de l'activité, quelle est la technicité, la diversité du travail, les solutions à mettre en œuvre. Donc il y a la complexité de l'activité, les connaissances, le savoir-être, le savoir-faire dans chacun des emplois, l'autonomie, la contribution, c'est-à-dire les effets, les influences des actions et des décisions sur les activités de l'entreprise, l'encadrement ou la coopération et la communication. Donc ça correspond à mes 6 colonnes de ce tableau. Pour chacun des critères de classement, on va évaluer le degré d'exigence, degré 1 au degré 10. Le degré 1 étant le niveau d'exigence le plus bas et le degré 10 le plus fort. Comme vous voyez, donc on a 6 colonnes, 10 lignes.
les emplois passent tous par chacun des critères de classement et sont estimés et évalués par rapport à leur degré d'exigence. Si on avait un emploi pour lequel chacun des critères de classement correspond l'exigence de degré 1. Degré 1, ça vaut 1 point. Donc, premier critère, complexité niveau 1, ça fait 1 point. Deuxième critère, connaissance, ça fait 1 point. Donc, on fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 6 points. Donc, je dirais l'emploi dont le classement est le plus bas, c'est 6 points. L'emploi dont le classement est le plus élevé, c'est-à-dire le degré 10, c'est 10 points. Si on met 10 points à chacun des critères, eh ben, ça fait 60 points. Donc, en fait, on a une grille dont les emplois sont classés au plus bas 6, au plus haut 60 points. Ce sont des points. Ces cotations de 6 à 60 ont été regroupées par tranches, et ces tranches, on les appelle des classes d'emploi. Donc de 6 à 9, on a la classe d'emploi 1, etc. On a 18 classes d'emploi, comme vous pouvez le voir sur le slide. Et ensuite, ces classes d'emploi sont regroupées par groupe d'emploi, et cette fois-ci, on y a mis une lettre. En définitive, un emploi, la cotation d'un emploi, ça va donc être une lettre de A à I et un chiffre de 1 à 18. Et on va dire, ben, tel emploi, l'emploi, il est classé, c'est l'emploi C6 ou G13. Comme vous voyez là, on a complètement perdu les notions d'échelon, de niveau, de catégorie même si dans la convention collective, on précise que tous les emplois qui démarrent à compter du groupe F jusqu'à I, donc F11 à I18, ce sont des emplois qui relèvent plutôt de cadre. Mais on n'a plus, véritablement, dans la convention, on n'aura plus la notion cadre ou non cadre. Enfin, c'est vraiment, vous verrez, vous l'avez peut-être déjà constaté, dans la convention, on parle des emplois F12 ou D8, mais voilà, on n'a plus cette notion aussi précise qu'avant par rapport aux salariés. Alors, un petit exercice tout simple pour mais je pense que vous avez compris largement la procédure. Si je prends un exemple où je cote un emploi, donc pour le premier classement, j'ai degré 3, donc ça me fait 3 points. Le deuxième classement, j'ai degré 4, ça me fait 4 points, etc. Donc je fais tout simplement la somme de ces points-là. J'ai 23, 23, ça me fait un emploi C6. Voilà. Une fois que cette cartographie d'emploi est faite dans les entreprises, donc ça c'est un travail, je suppose que vous travaillez dessus, qui est assez bien sûr lourd, hein, comme vous voyez. Ensuite, il n'y a pas de transcodification entre ça et la classification actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, eh bien, tous mes salariés ETAM de niveau 8, échelon 4, enfin voilà, je dis n'importe quoi, excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste, vont tous basculer dans l'emploi des 8. Pas du tout. En fait, tous les emplois ont été donc cotés, et après, salarié par salarié, en fonction de l'emploi occupé, vont être, je dirais, vont être affectés à tel type de cotation d'emploi, donc une lettre et un chiffre. Et ce travail, donc, ne peut pas être en automatique. On ne peut pas dire, ben, on vous fait une liste de salariés, on vous met la grille et on vous fait on vous match tout ça. C'est pas possible. C'est forcément un travail plutôt un peu de précision et d'analyse des données et des emplois. Alors, une fois que ce travail est fait, et comme vous l'avez compris, c'est la base de tout, on va maintenant aborder l'impact de cette nouvelle classification dans les règles conventionnelles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, c'est une approche plutôt paye, parce que notre métier, c'est la paye. Là, je vais vous présenter un travail qui peut être fait par vous, enfin, là, que j'ai fait en l'occurrence, c'est de me dire, ben voilà, je regarde la convention collective, je vois bien qu'il y a des chapitres qui font expressément référence à cette nouvelle cotation d'emploi. Quels sont-ils? Donc, j'ai fait le tour de la convention collective. Alors, c'est pas exhaustif totalement, bien évidemment, mais je trouve ça intéressant de voir les impacts que ça peut avoir. Par exemple, dans le chapitre contrat de travail, on voit très clairement
que la période d'essai, par exemple, maintenant est déterminée par rapport à cette cotation d'emploi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cadres, vous avez une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, les non-cadres, 1 mois renouvelable. Vous avez plus ça, vous avez les emplois de A à I ont une durée de temps avec un renouvellement de temps, les emplois de F à G ont une durée de temps, etc. Donc déjà, on voit que la mise en application de cette cotation d'emploi est directe hein, et très claire sur des dispositions conventionnelles. Donc, dans le chapitre contrat de travail, on le voit dans la période d'essai, le préavis, le calcul des indemnités de licenciement, par exemple. On a aussi des impacts directs sur les absences indemnisées, maladies, AT, ce qu'on appelle parentalité. Donc, sur la durée et le montant de l'indemnisation complémentaire. Alors, bien évidemment, l'impact, il est flagrant sur la partie rémunération. C'est quand même le cœur du sujet. On va s'y arrêter un petit peu plus, notamment par rapport à la prime d'ancienneté. Alors, la prime d'ancienneté, donc la règle de calcul de la prime d'ancienneté donc est unique. Hein, elle est déterminée par cette convention collective nationale. Mais dans le cadre de ce calcul, on y intègre un élément qui provient d'un accord territorial, c'est la valeur du point. Donc là, voilà, déjà, vous voyez que la prime d'ancienneté, on va mettre une formule identique à tout le monde, sauf que la valeur du point, il y a un taux donc, qui provient des accords territoriaux et un taux spécifique qui dépend directement de la classification d'emploi. Cela nous donne une prime d'ancienneté. Là, maintenant, on va aborder un point qui est très important, qu'on abordera sur les autres éléments de la convention collective, c'est la période transitoire. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui est très importante à avoir en tête, et que vous avez forcément eu en tête aussi. Très bien, on nous met des nouvelles règles, on nous met une nouvelle cotation d'emploi à partir du 1er janvier 2024. Maintenant, les salariés actuellement, ils ont déjà une prime d'ancienneté, et le fait de les affecter à une nouvelle cotation d'emploi, est-ce que cette prime d'ancienneté va être supérieure ou inférieure à ce qu'ils perçoivent déjà actuellement? Donc la convention collective est très claire là-dessus. Il n'est pas question que les salariés perdent, par exemple, par rapport à la prime d'ancienneté, il ne faut pas qu'ils, en 2024, alors toutes choses égales par ailleurs, hein, il ne faut pas qu'ils aient changé de durée d'ancienneté ou de temps de travail, mais toutes choses égales, si c'est juste le fait d'appliquer la nouvelle convention collective qui fait que sa prime d'ancienneté sera inférieure en 2024 par rapport à 2023, dans ce cas, on va maintenir la prime d'ancienneté telle qu'elle était en 2023, avec l'ajout qu'on verra bien clairement sur le bulletin, d'une indemnité complémentaire à la prime d'ancienneté. Et on maintiendra ainsi la prime d'ancienneté tant que l'application de la convention collective unique ne permet pas aux salariés de percevoir une prime d'ancienneté au moins égale à ce qu'ils percevaient en janvier 2020, dans l'année 2023. C'est ça, cette période transitoire. D'accord? Alors, on peut aussi parler de groupe fermé, c'est-à-dire que bien sûr, ça concerne les salariés qui étaient présents en décembre 2023. Ce sont ces salariés-là pour lesquels on va faire ce travail de comparaison. Un nouveau salarié qui arrive en janvier 2023, on lui applique la règle selon les critères que j'ai précisés, hein, la valeur du point de territoire, le taux spécifique dû à sa cotation des emplois, son année d'ancienneté. Alors, il n'a pas l'ancienneté, la prime d'ancienneté, elle est plutôt au bout de 3 ans, mais voilà, tant qu'il n'a pas perçu de prime d'ancienneté avant 2024, on lui appliquera la nouvelle règle, sans comparaison, bien sûr. Donc, il y a la prime d'ancienneté. Il y a aussi le salaire minimal hiérarchique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salaire minimal hiérarchique? C'est le fait de dire que dans cette convention unique, il existe un barème unique de salaire minimal hiérarchique. C'est-à-dire que ce salaire minimal hiérarchique correspond à une garantie minimale conventionnelle de salaire en dessous duquel le salarié ne pourra pas être rémunéré. Ils sont fixés, ce barème est fixé par accord collectif national de la branche. Il est applicable pour l'année et sera révisé tous les ans. Pour l'année civile, il sera révisé tous les ans. Alors,
Je rentre pas du tout dans le détail, mais bien sûr, ce salaire minimal hiérarchique, pour savoir ce qu'il y a dedans, en fait, par rapport à ce que le salarié perçoit actuellement, en fait, la convention décrit bien l'ensemble des rémunérations qui rentrent dans le salaire minimal hiérarchique et ceux qui ne rentrent pas. Grosso modo, tout ce qui est dans le brut, hein, tout ce qui est versé, qui est la contrepartie du travail, rentre dans le salaire minimal hiérarchique. Par contre, tout ce qui est intéressement, participation, abondement employeur ne rentre pas dans le salaire minimal hiérarchique. Donc en fait, le salarié, voilà, vous allez faire l'état de ce qu'il gagne à son brut annuel, et il faut regarder par rapport à son emploi, sa cotation d'emploi, s'il est bien au moins au moins égal au salaire minimal hiérarchique déterminé par la branche. Une petite précision, parce que peut-être que vous êtes concerné. Les partenaires sociaux ont bien conscience que là, vous voyez, on n'a plus qu'un seul barème unique. C'est-à-dire qu'on passe d'une multitude de barèmes, de dispositifs, d'accords correspondant à des catégories de populations différentes à une règle unique. Cela peut engendrer une croissance de la masse salariale importante et donc pourrait mettre en difficulté les entreprises. Pour éviter ça, dans la convention collective, il a été prévu que les entreprises de moins de 150 salariés, les sociétés de moins de 150 salariés, se verront dans l'obligation d'appliquer ce barème unique qu'à compter de janvier 2030. Voilà. Selon certains critères dans lesquels je ne rentre pas dans le détail dedans, mais vous pourrez le parcourir. Voilà. Donc, sachez, retenez que pour les sociétés de moins de 150 salariés, il y aura quand même une estimation à faire. Et si la masse salariale a une croissance supérieure, je crois, à 5%, et qui correspond à 25% de la population, vous pourrez appliquer le barème qu'en 2030. Alors, toujours dans l'idée, comme je l'ai abordé tout à l'heure avec la prime d'ancienneté, l'idée toujours, groupe fermé, oui, mais mes salariés qui sont présents au 31 décembre 2023, pour lesquels on va leur appliquer ce salaire minimal hiérarchique, supposons, parce que ça peut tout à fait arriver, un salarié qui était cadre, et du fait de son appartenance à un emploi qui finalement, dans la nouvelle cotation, s'avère qu'il n'est pas d'un niveau cadre, il est peut-être un niveau D ou E. Dans ce cas-là, risque de baisser, risque d'avoir un salaire inférieur à ce qu'il percevait en 2023. Or ça, c'est pas possible. Donc, ils ont mis en place la garantie conventionnelle minimale qui permet, comme pour la prime d'ancienneté, de vérifier qu'avec la nouvelle grille et la nouvelle cotation d'emploi, si le salarié en janvier 2024 percevra un salaire annuel inférieur à ce qu'il percevait en 2023, au 31 décembre 2023, on va devoir lui verser une indemnité différentielle pour compléter cet écart. Et cette indemnité différentielle perdurera le temps nécessaire à ce qu'il rattrape le salaire annuel qu'il percevait. Je ne rentre pas dans le détail, mais les alternants aussi sont concernés par des modifications. Alors, il y a aussi pour les alternants une rémunération annuelle garantie. La prime d'ancienneté aussi, c'est le même calcul de la prime d'ancienneté que pour les salariés. Ils ont la même cotation, ils ont une cotation d'emploi avec une notion supplémentaire regroupée sous le libellé la famille, c'est-à-dire que en fonction du diplôme préparé, voilà, il y a des critères un peu différents. Sinon, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas chez les alternants. C'est par exemple la rémunération en pourcentage du SMIC. Ça reste. C'est du légal en fait. Alors voilà, ça c'est un état des lieux, assez rapide pour vous montrer que la nouvelle convention, du fait de cette nouvelle cotation d'emploi, peut avoir des impacts un petit peu partout, voilà, directement sur la convention collective. Mais on sait très bien qu'une entreprise n'est pas régie que par la convention collective. Vous avez aussi des accords d'entreprise. Et ça, eh bien, en fait, il va falloir faire le même travail. C'est-à-dire, tous les accords d'entreprise qui véhiculent des règles
en fonction de la classification, l'échelon, la catégorie des salariés, en fait, va être remise en cause par cette nouvelle convention collective. Il va donc falloir aussi analyser par vous-même vos accords d'entreprise pour voir comment on revoit ces accords par rapport à cette nouvelle règle de classification des emplois. Donc, on peut reprendre ces chapitres-là, mais par exemple, peut-être que dans le cas des indemnités de congés payés ou de RTT ou dans vos calculs de primes et d'indemnités, il y a peut-être des choses qu'il faudra remettre à plat par rapport à ces nouvelles règles. Même intéressement, participation, j'ai une entreprise qui m'avait dit qu'il fallait qu'ils revoient leurs calculs. Ça, voilà, en fait, je vous présente ça juste pour vous, voilà, pour vous sensibiliser à la réflexion nécessaire à apporter par rapport au changement. Alors moi, je me suis un peu focalisée, je dirais, sur la partie paye. Bien évidemment, il n'y a pas que l'impact, il n'est pas que au niveau paye, hein, il est plus largement au niveau SIRH. Et là, je vais laisser la parole à François Jean, qui va, pareil, vous présenter la réflexion à mener par rapport aux impacts SIRH. Puis après, on échangera sur vos questions si vous en avez. Merci Muriel. Effectivement, au niveau des impacts vis-à-vis du SIRH, ces modifications de notions fondamentales, structurantes, vont impacter nécessairement tout ce qui gravite autour de l'exploitation de ces données, notamment donc si on en reste simplement sur la partie gap, donc les impacts écran et workflow, donc forcément il y a des chantiers à ouvrir sur ce domaine-là. Vous aurez bien évidemment en aval la partie reporting et état post-paye, donc l'exploitation de l'information, de la base de données sur cette nouvelle notion de classification. Les solutions donc de contrôle de la paye telles que ACE sont également impactées pour tout ce qui exploite ces critères de classification. Les solutions numériques, BVRH aussi. Et en dehors de l'écosystème ADP, vous avez nécessairement des chantiers potentiels sur un core HR, si vous avez un amont qui vous prépare des données pour la paye ou qui vous administre la gestion du personnel. Vous avez également les applications métiers tiers qui exploitent cette notion ou l'administration publique qui, notamment sur la partie déclarative, qui exploite également ces informations-là. Les impacts donc sur les SIRH sont autant de chantiers ou de domaines de compétences distincts qu'il convient de documenter de manière à pouvoir en mesurer les impacts. Là, on a vu des impacts présentés par Muriel en ce qui concerne très rapidement la paye. Toutes ces impacts autour du SIRH sont aussi à évaluer dans le cadre de cette mise en application de la convention unique. Ça va vous amener forcément donc des questions. Comment et quand intégrer la nouvelle classification dans le système d'information? Faut-il prévoir des évolutions sur les écrans? On l'a vu potentiellement sur les impacts, sur les workflows, au niveau des embauches, des modifications de situation contractuelle. Quels sont les impacts donc dans les workflows, les livrables, les bulletins, le paramétrage paye DSN, les outils de contrôle? Tout ça, en fait, on le voit très sommairement, mais c'est autant de questions qu'il conviendra à chacun de vous poser de manière à pouvoir en évaluer le chantier de transformation. Et enfin, quelles sont les tables impactées par la nouvelle classification? Donc là, c'est pour toute la partie référentielle. C'est pas que avec, par exemple, la solution de paye, mais ça peut être aussi en amont pour la partie core HR. Typiquement, où si vous avez un database ou un cube de données qui exploite le reporting, est-ce que vous allez devoir retravailler des tables, récupérer du référentiel de classification, ou sur les systèmes tiers également, peut-être revoir cette partie de référentiel partagé. Ces chantiers sont tous aussi importants les uns que les autres, pour la simple et bonne raison que nous faisons face à un Big Bang au 1er janvier 2024.
C'est la raison pour laquelle, en tout cas avec nos moyens, nous vous proposons un accompagnement structuré. Si tu peux, Oui, Muriel, pardon. passer. Et donc on verra l'accompagnement avec Cécile juste après déjà des questions-réponses, un point d'échange avec vis-à-vis de cette première partie d'exposé du périmètre du projet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Bonjour, Non. Aline Potier-Legrand. Alors, j'aurais voulu juste, alors pas forcément, pas une question directement pour ADP, mais peut-être savoir parmi les entreprises qui sont présentes, si vous avez déjà terminé votre classification des emplois, peut-être un état d'avancement de votre situation, sachant que ouais, les délais sont courts. Et nous, côté Legrand, on n'a pas encore terminé toute la classification. Voilà, c'était juste pour avoir peut-être une idée un peu de l'avancement, pour savoir si on peut aussi peut-être sur certains sujets travailler en commun, notamment sur les écrans classification de contrats courants. Moi, j'ai pas mal d'enjeux aussi qu'on a notés sur l'écran de l'ancienneté, qui est quelque chose d'assez complexe quand on creuse. Donc voilà. Oui, Alors, moi, merci. oui, bonjour, Samantha Angot, Société John Deere. Alors moi, je peux répondre en partie à cette question. Chez John Deere, donc la paye est rattachée à la finance et les RH sont vraiment deux services distincts. Et donc moi, je suis la responsable paye de John Deere. Nous, je pense qu'on est à peu près à 80%, on va dire, au niveau de la classification. Ça devrait être terminé normalement pour le début mi-juin. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je n'ai pas vraiment été consultée pour cette partie-là, mais voilà, je sais que c'est en cours depuis maintenant plusieurs mois et que ça devrait se terminer courant juin. D'accord, merci. Stéphane Aubray, moi de mon côté, je revois plutôt la question du côté d'ADP, notamment pour cette mise en place qui change fondamentalement les règles du jeu vis-à-vis de la convention de la métallurgie. Vous allez proposer, je présume, en standard un écran GAP pour pouvoir notamment héberger l'ensemble des données qu'on a vues tout à l'heure et avec les positionnements qui changent totalement. Nous ne prévoyons pas de standard sur une gap qui est ouverte sur ADP Link, la gap étant sujette à épouser votre organisation, ce sera vu au cas par cas. On peut bien évidemment factoriser, et c'est vrai que ce point ensemble que nous avons pourra générer de nouveaux points d'échange en plénière si vous êtes tout à fait intéressé. Et effectivement, on pourrait par le biais obtenir des points de factorisation. Mais en l'état actuel du parc, vous n'avez pas de points communs sur l'exploitation de cette donnée de classification qui est intégrée au sein de contrats courants dans plusieurs phases utilisées dans l'ergonomie d'embauche, modification, situation contractuelle. D'accord, mais les tables standards qu'on a vues tout à l'heure, les codifications, ça existera bien alors, inversement? Oui, au niveau du référentiel, oui, ça Ouais. c'est. D'accord. Mais c'est un référentiel cible. C'est vous qui le point important, c'est que l'intelligence va se baser sur la mini GPEC, enfin la GPEC que vous êtes amené à réaliser pour affecter cette nouvelle classification auprès de chacun de vos salariés. Comme on l'a vu, ça s'adresse aux matricules. Donc nous, on se prépare pour recueillir bien évidemment cette affectation. Et on le verra dans le cadre justement des accompagnements du consulting RH, comment est-ce qu'on peut vous aider aussi à faire le lien dans tout cela. Après, cette partie référentielle, c'est pas le plus dur.
Ok. Et ce qui veut dire que là, on aura une base de données en fin d'année, une fois avoir émis des tickets pour pouvoir personnaliser pour chaque compte, afin de charger les nouvelles données, ou ça se effectuera plutôt fin décembre, mi-décembre, ou plutôt au mois de janvier 2024? Pour le moment, on ne table pas sur une planification, mais non, on fera pas. Enfin, on fait tout pour être pour que le mois de décembre soit une zone préservée, étant donné qu'en fait, en général, enfin, le mois de décembre pour tous nos clients est un mois très court au niveau de la réalisation de la paye. C'est un mois à risque. Ça veut dire que les enjeux doivent tous converger pour novembre. D'accord, de manière anticipée. Ok, Oui, merci. c'est l'objectif, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc François-Jean, en gros, en fonction de la structure qui aura été décidée chez nous, bon, classification, on va rester sur des choses assez simples, mais je pense à d'autres écrans comme l'ancienneté. On vous propose ce qui ressemble le plus à la négo en cours et on discute de la mise en œuvre, c'est ça? C'est ça, exactement. On va dérouler, on va vous est-ce que, si vous êtes d'accord, on va passer à la slide suivante sur la méthodologie d'accompagnement. Là, donc on est tous dans la phase de préparation. Phase préparatoire, vous êtes tous sur cette phase-là où en fait vous êtes en forte mobilisation RH et vous, la paye, vous allez devoir récupérer ces informations-là. Vous êtes parfois en partenariat direct si vous avez cette chance, ou sinon vous êtes en attente. Une fois que vous avez cette phase de préparatoire réalisée, comme on l'a vu précédemment sur la paye, vous allez devoir quand même prendre certains sujets, notamment pour pouvoir en déduire le système de comparaison, la transformation de la masse salariale, toute cette partie-là, la RH ne saura pas répondre, mais pour autant, ça fait partie des obligations qui vont s'imposer à vous. Donc, vous avez quand même pas mal de sujets dans cette phase de préparatoire. Une fois que vous avez donc déterminé vos sujets internes et les sujets périphériques, vous pourrez, on travaillera ensemble sur la partie atelier. Les ateliers doivent avoir lieu donc ADP client sur la partie paye par domaine de compétences, donc par partie paye, partie gap, partie gestion des temps pour l'héritage ou les impacts sur certains accessoires de rémunération, admettons, qui exploiteraient sur ce partage de référentiels. Mais donc en premier lieu, effectivement, on passe sur paye. Ensuite, on a gap. Et ensuite GTA, mais des ateliers dédiés par domaine de compétences devront avoir lieu avec nos équipes de façon à pouvoir justement évaluer client par client le niveau d'adaptation. Après, on portera les développements côté ADP et vous aurez une phase de recette avec nous sur vos environnements dédiés de façon à ce qu'on se prépare sur la bascule de janvier. Les 5 phases de la méthodologie, on vous propose également de ne pas vous laisser tout seul à les piloter. Et c'est là-dessus que Cécile et son équipe au niveau du consulting RH va également, donc sur la base des clients intéressés et sur un entretien d'évaluation, pourront proposer leurs services. Je vais laisser, si vous êtes d'accord, la parole à Cécile pour justement qu'elle puisse vous présenter un peu plus de quoi il s'agit. François-Jean, avant de passer, je vois qu'il y a une Oui. personne qui a levé la main. Je ne sais pas si elle veut intervenir maintenant. Si, Régie Ventilberg de Legrand. Bonjour, Régie. François-Jean, bonjour. Les ateliers, ils seront mis en place sur la période du mois de janvier? Non. Non, là, on se prépare sur comment adapter notre charge de travail à tous sur ce second semestre. D'accord, donc c'est avant janvier les ateliers. Bien évidemment, oui. Donc étalé à partir de novembre. Non, novembre est un point de convergence. On espère
que globalement, nous ayons tous préparé nos projets de manière à ce qu'on soit en finalisation ou en recette finale sur cette phase de novembre. Il faut impérativement que l'on puisse, en tout cas sinon, avoir une charge, enfin une visibilité sur la transformation de la charge de décembre et de janvier. Donc c'est la raison pour laquelle on fait ce point-là, c'est que il y a pas mal de sujets connexes et donc on doit exploiter au mieux ce second semestre. D'accord, donc c'est comme la mise en place d'un nouvel outil de paye. Il Oui. faut qu'en amont, on ait dédié des personnes qui soient pleinement occupées uniquement à faire des recétages. Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est pas moi qui pourrais évaluer votre besoin en, en charge de travail sur cette partie de recette, étant donné que ça c'est sorti des ateliers où vous saurez de manière fine le pas à sauter, le pas à franchir. Oui, tout va dépendre en fait des décisions qu'on va prendre par rapport à le avant et le après. Oui, Merci. je vous en prie. Alors pour passer à cette deuxième partie, en effet, sur l'accompagnement qu'ADP vous propose au niveau des consultants RH sur la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Là, on va tout simplement reprendre les points qui ont été évoqués auparavant par Muriel, par François-Jean. On le sait bien, vous le savez bien, la base au final de tout ce travail, c'est la classification des emplois. Et après, on est sur la préparation de l'intégration des données en GAP. L'objectif ici, c'est vraiment de vous montrer ce qu'ADP peut faire, les piliers, les axes de travail sur lesquels on peut vous accompagner en fonction de vos besoins, comme on le sait, peut-être que certains d'entre vous sont déjà accompagnés par des cabinets de conseil, peut-être que d'autres non. Au final, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter à votre niveau d'avancée pour vous permettre de faciliter ce travail et cette date vraiment fatidique du 1er janvier 2024. Donc par rapport à l'accompagnement, le premier volet, la classification des emplois. De ce que j'ai entendu, il y en a en effet déjà certains qui sont bien avancés sur le sujet et c'est rassurant parce qu'on est déjà au mois de mai. Les mois, les semaines vont passer très très vite. Comme vous le savez, vous avez 5 étapes obligatoires pour passer sur cette nouvelle classification des emplois. D'une part, la formalisation des emplois, l'évaluation des emplois avec les 5 étapes que vous voyez là, hein. Identifier, décrire, valider, coter et classer. ADP et les consultants RH vous accompagnent sur ce sujet de la classification des emplois en vous proposant une méthodologie d'accompagnement au travers d'une matrice qu'on a nommée matrice ClassMet et qui va vous permettre de répondre aux besoins de ces 5 piliers-là. Donc, par rapport au premier pilier qui est identifié, nous, tout simplement, on va s'appuyer sur vos données qui sont disponibles en GAP pour vraiment formaliser un état des lieux qui va être clair et précis des emplois qui existent dans l'entreprise et vous permettre d'avoir une cartographie qui sera claire. Une cartographie claire, pas d'emploi en doublon, pas d'emploi un peu, par exemple, chargé et eux, ça, on est sur au final le même emploi qui va être notifié de deux manières différentes. On va pouvoir identifier tous ces doublons-là. On va pouvoir au final avoir tout ce qui va être la base de votre travail d'analyse. Ça, c'est vraiment le socle, dira-t-on, de ce travail sur la classification des emplois. À partir de là, au travers de toujours cette matrice Excel, là, on est vraiment sur de l'opérationnel. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, on va vous mettre à disposition une fiche descriptive d'emploi modèle qui va venir s'appuyer sur justement cet état des lieux très clair et formalisé des emplois présents dans votre entreprise pour rédiger une fiche descriptive d'emploi. Bien entendu, on sait qu'il peut y avoir dans les entreprises des fiches descriptives d'emploi qui sont déjà formalisées. L'idée, c'est bien entendu de capitaliser.
Donc de repartir aussi de ce que vous avez, de pouvoir alimenter plus rapidement vos nouvelles fiches descriptives d'emploi, tout en gardant en tête qu'il y a des choses qui doivent obligatoirement être présentes dans ces fiches descriptives d'emploi. C'est ce qu'a indiqué l'UIMM, et vous permettre d'alimenter ces fiches-là de manière très rapide et également de les mettre à jour sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le travail une fois et se dire voilà, c'est fait, je l'arrange dans un coin et je ne m'en sers plus demain. Loin de là, vous allez pouvoir capitaliser sur ce fichier-là, faire des évolutions. S'il y avait des évolutions au niveau des emplois dans votre entreprise demain, vous repartirez sur ce fichier de travail. À partir de là, on a toute la partie communication. L'étape 3, communication, validation, pour avoir justement des descriptifs validés. Sur ce pilier-là, nous, on vous accompagne également en vous mettant à disposition une matrice de publi-postage, des aides pour pouvoir communiquer plus rapidement ces descriptifs d'emploi auprès de vos collaborateurs. Donc, histoire que vous puissiez aller rapidement. On alimente directement votre matrice ClassMate et ça vous permet de faire des publi-postages, via un clic-bouton, dira-t-on, d'avancer beaucoup plus efficacement sur ce sujet-là. Pour ce qui est de la 4e étape, qui est de la cotation. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance. La cotation, c'est quelque chose que vous faites de votre côté. ADP ne le fera jamais à votre place. Ça, c'est vraiment un point de vigilance. L'UIMM qui nous a formés a été très, très rigoureux sur ce point-là. Ce point de cotation doit rester à la main de l'entreprise, à votre main. Tout simplement parce que d'une entreprise à une autre, la cotation peut potentiellement être différente sur un même emploi. Parce que ce qu'il y a derrière, ce qui sera présent dans la fiche descriptive d'emploi, pourrait être différent d'une société à une autre. Donc nous, on vous accompagne quand même sur le sujet, on ne vous laisse pas à l'abandon, entre guillemets. La partie cotation, elle va se faire toujours au travers de cette matrice ClassMate, en ayant en un seul coup d'œil toutes les informations utiles à l'écran. Donc la fiche descriptive d'emploi et également le référentiel paritaire avec la grille de cotation. Donc comme Muriel vous l'a évoqué, avec justement ces 6 critères, ces 10 degrés, et la faculté de se dire, voilà, par rapport à la fiche descriptive d'emploi que j'ai renseignée, par rapport à ce que j'ai intégré à l'intérieur, sur tel critère, je vais mettre plutôt 1 degré 2, plutôt 1 degré 3, au vu de la définition qui est faite de ce critère et de ce degré. Donc là, on se base vraiment sur ce fichier-là et tout simplement, on va arriver à l'étape de classement de manière très très fluide parce que tout va se faire de manière automatique. Au niveau de la matrice ClassMate, on a mis en place tout simplement des automatismes, c'est-à-dire que vous alimentez, vous cochez entre guillemets le bon niveau pour chacun de vos critères et vous avez le résultat en automatique. Vous avez la note, la classe, le groupe d'emploi. Et au final, ce travail qui est facilité via cette matrice Excel, la matrice ClassMate, elle va d'une part vous permettre de préparer vos imports. François-Jean vous l'a bien évoqué tout à l'heure. Vous allez devoir mettre à jour cette classification sur l'ensemble des matricules de vos collaborateurs. À partir du moment où vous avez un fichier sur lequel tout est référencé, peu importe la forme de l'import qui devra être effectué demain en paye, vous aurez en tout cas tout déjà à disposition, ce qui potentiellement peut vous faire gagner pas mal de temps sur ce volet-là. Et bien entendu, on a également toute cette partie rémunération qui est à prendre en compte et de pouvoir visualiser les impacts de cette nouvelle classification sur la rémunération de vos collaborateurs. Pour vous donner un peu plus de visuel, parce que là on est vraiment dans des mots, dira-t-on, là vous voyez à l'écran justement le visuel qui peut être rattaché à chacune de ces 5 étapes. Donc, la cartographie des emplois en première étape, la fiche modèle avec, d'ailleurs ça je ne vous l'ai pas évoqué, des menus déroulants
D'une part, pour aller plus vite dans la complétude de la fiche descriptive d'emploi avec des verbes d'action qui sont présents, des aides également à côté pour vous permettre de vous poser des questions, de prendre du recul sur le sujet et d'être le plus rapide, le plus efficient sur ce sujet-là. Troisième étape, je voulais évoquer tout ce qui est aide à la communication avec la possibilité de faire des exports soit au format PDF, soit au format Publipostage à partir des données qui sont présentes dans cette matrice ClassMet, ce qui permet d'avoir ce visuel synthétique avec vraiment tout à l'écran, vous le voyez en étape 4. D'une part, la fiche descriptive d'emploi, d'autre part, la cotation en direct avec tous les critères qui sont renseignés et l'automatisation des résultats. Donc là, vous le voyez, par exemple, sur un poste de chef de groupe comptable, on a directement le résultat associé pour chacun des 6 critères, la cotation, la classe d'emploi, le groupe d'emploi et en haut à droite, le résultat final. Ce résultat final qui devra être intégré pour le 1er janvier 2024 en paye. Et donc, au niveau de la visualisation de l'impact de la rémunération, vous allez avoir justement cette synthèse très claire avec pour chacun de vos matricules, chacun de vos emplois, le nouvel emploi si c'est quelque chose qui était revu, parce que quitte à faire ce travail et vous faire gagner du temps aussi pour voir si vous avez quelques petites incohérences potentielles en gap, c'est l'occasion d'aligner l'ensemble de ces libellés emploi et d'alimenter le nouveau classement et préparer les imports. Donc là, on est vraiment sur ce premier volet qui est la classification des emplois. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose sur lequel vous êtes à des niveaux d'avancement qui peuvent être différents, certains plus avancés que d'autres, mais sachez en tout cas que c'est un accompagnement qui existe, qui est à votre disposition. Donc, sans aucun souci, on peut le déployer, on l'a déjà déployé auprès de pas mal de clients. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Super. C'est la préparation de l'intégration des données en gap. Donc là, de la même manière, l'objectif, c'est toujours de vous faire gagner du temps. Donc, tout ce qui a été présenté tout à l'heure, que ce soit par François-Jean, que ce soit par Muriel, on capitalise là-dessus et on vous accompagne également pour prendre de la hauteur sur le sujet et vous permettre d'avancer plus vite. Donc en effet, on va être, avec les objectifs que vous voyez à l'écran, d'analyser les règles conventionnelles impactées, d'intégrer ces nouvelles règles de calcul entreprise en voyant les impacts que cela va avoir dans votre système d'information et pour y arriver, d'aller sur un accompagnement en 4 étapes. Au niveau de cet accompagnement en 4 étapes, on aura le cadrage de projet, des ateliers d'analyse, l'intégration des données et la recette. Pour vous en dire un peu plus, je vous présente justement les 4 étapes un peu plus en détail. Au niveau du cadrage du projet, là, on est tout simplement sur une phase de diagnostic, comme vous pouvez le connaître auprès de cabinets de conseil, si vous êtes accompagné par des cabinets de conseil sur le sujet, où là, on va prendre en compte votre réglementaire de paye existant, on va analyser le fonctionnement de la paye et on va définir ensemble les différentes phases du projet. Tout simplement parce que vous pouvez avoir des spécificités, que c'est important que l'on puisse prendre en compte ces spécificités que vous avez de votre côté au niveau de votre entreprise pour pouvoir vous accompagner de la manière la plus efficace possible et vous faire gagner du temps sur le sujet. La deuxième étape, on est sur les ateliers d'analyse. Donc là, on va partager de la même manière sur les évolutions à venir au regard de la nouvelle convention collective, vous faire des points d'alerte sur les impacts paye sur les différents domaines de la rémunération et identifier vos expressions de besoin au regard de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Donc là, en effet, on va un peu plus loin que les ateliers d'analyse dont François-Jean vous a parlé. Tout simplement parce que, comme Muriel vous l'a évoqué, au niveau des règles conventionnelles impactées
sur la convention collective de la métallurgie, vous le voyez à l'écran, on est sur le contrat de travail, sur les absences indemnisées, sur la rémunération, sur les alternants. Ça, c'est le socle de base que toute entreprise, dira-t-on, va devoir travailler en prenant en compte ses spécificités. Donc ça, c'est un impondérable. Et également, au niveau de vos règles entreprises, vous pouvez avoir sur les volets contrat de travail, absence indemnisée, rémunération ou même sur toute autre thématique, des choses un peu plus spécifiques. Vous pouvez avoir des accords qui sont plus favorables, enfin des dispositifs qui sont plus favorables, des accords également qui pourraient être négociés demain et pour lesquels il faudrait également intégrer cette réflexion sur comment va-t-on pouvoir y parvenir vu l'ampleur du sujet de la nouvelle convention collective de la métallurgie finalement. Donc l'idée de l'accompagnement RH sur le sujet, c'est vraiment de vous permettre de travailler main dans la main en vous permettant de prendre de la hauteur, de travailler de concert ensemble pour que vous puissiez gagner du temps sur ce sujet-là et que quand on arrive sur la fin de l'année qui est en effet le mois de décembre, il est très très riche en termes RH et les semaines précédentes également, mais que vous puissiez être soulagé sur ces volets-là. Donc, ce qui nous mène tout simplement à la fin de cette deuxième étape sur la phase d'intégration des données. Donc, ça, je le redis, mais vous l'avez bien en tête, l'intégration de la cotation des collaborateurs, c'est le b.a.-ba, dira-t-on. C'est la pierre angulaire qui va permettre de dérouler le reste. Donc, intégrer la nouvelle cotation des collaborateurs dans votre SI-ADP. Ensuite, déterminer les règles à faire évoluer en paye, parce que, en effet, comme François-Jean l'a évoqué tout à l'heure, on est sur un monde ouvert. Ce qui veut dire que il faut que vous puissiez intégrer ces données-là, faire évoluer les règles de la manière la plus pertinente pour que ça colle à votre manière de travailler en interne, à vos spécificités. Ce qui va vous permettre de mesurer l'impact de la nouvelle cotation sur la masse salariale, tout simplement parce que qui dit nouveau descriptif d'emploi, dit nouvelle cotation des collaborateurs, dit impact sur la rémunération de vos collaborateurs, étant donné que les seuils sont revus. Donc ça, c'est à prendre en compte et nous, on vous accompagne également sur ce volet-là pour que, tout simplement, on coordonne l'intégration des données en paye pour le 1er janvier 2024. Ce qui permet d'arriver à cette dernière phase qui est la recette. On va avoir toute cette phase de test et éventuellement d'ajustement, la validation du paramétrage et donc cette mise en place du nouveau réglementaire de paye pour le 1er janvier 2024. Donc clairement, là, on est sur un accompagnement personnalisé qui va vous permettre, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de gagner du temps sur ce sujet qui est assez conséquent. Pour bénéficier justement d'un accompagnement de la part de l'équipe des consultants RH dont je fais partie, tout simplement, vous pouvez vous rapprocher de votre responsable de compte, lui faire part de votre souhait d'être accompagné ou peut-être d'évoquer le sujet avec nous. On fait une réunion de cadrage d'1 heure sur le sujet et on voit où est-ce que vous en êtes, vers quoi vous voulez aller pour justement mettre en place un accompagnement personnalisé sur ce sujet-là. Donc voilà, donc sachez que vous n'êtes pas seul, que ce soit les équipes GAP, que ce soit les équipes des consultants RH, les RC, enfin tout l'écosystème d'ADP clairement se met en action pour que ce sujet soit facilité demain. Demain, bien entendu, je mets des guillemets, ça se compte en semaines, en jours, mais en tout cas pour que vous puissiez avancer de manière un peu plus sereine sur ce sujet-là. Donc voilà pour ce qui est de l'accompagnement au niveau de l'équipe de consulting RH. Si vous avez des échanges, des questions, à vous la parole. Oui, Olivier Charrier pour Le Grand. Oui. Une petite question justement sur les ressources. Chez ADP, ce sont les ressources actuelles qui travaillent pour nous
au quotidien qui mènent ce travail-là ou ce sont des ressources dédiées? Alors sur la partie conseil RH, ce que je viens de vous présenter, on est une équipe de consultants RH, donc on est une équipe vraiment dédiée euh, qui travaillons sur ce sujet-là. D'accord. Parce que ouais, les équipes sont déjà bien chargées, elles vont l'être de plus en plus d'ici la fin de l'année. C'est Donc, ça. C'est exactement pour ça que, au final, on travaille vraiment en partenariat sur ce sujet de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Vous voyez, autour de la COL, on a un peu d'horizons divers et variés, tout simplement parce que l'objectif, c'est pour pouvoir y arriver de la meilleure manière qu'il soit, on unit nos forces et on trouve les solutions qui vont vous permettre de gagner du temps. mais en même temps, il ne faut pas trop s'éloigner non plus de la connaissance de notre référentiel parce que c'est quand même assez lié. Donc, C'est pour ça il y qu'on a il y travaille. a un mix à bien trouver, quoi. C'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec les équipes paye. D'accord. Oui, oui. Ok. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres Quand je voyais partages? une autre petite question, quand je voyais dans la solution tableur, là, classe net, là, Classmet, oui. le point 5, il y a une traduction sur la rémunération. En fait, vous comparez avec le minima, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui, Mm, c'est ça, ça va pas plus loin que ça. c'est ça. D'accord. Le minima, et après, après là, on est sur tout ce volet-là. Si vous êtes intéressé justement sur ce volet projection de la masse salariale, on peut organiser un point annexe sur ce sujet-là. Parce qu'en Ces effet, outils-là de la première partie, là, en Mm. dehors de la partie analyse, là, c'est facturable, on est d'accord? Oui, Voilà, c'est facturable. Mm. d'accord. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour à tous, Jean-Yves François. Juste pour vous remercier déjà pour l'initiative et le fait d'avoir lancé cette première étape d'information sur lesquelles je pense pas que nous ayons beaucoup avancé. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, mais on est un peu loin. Donc voilà, Merci pour l'initiative et on manquera pas de se rapprocher de vous pour voir le futur, mais voilà, comme partout, et j'ai bien entendu et je partage, les sujets ne manquent pas. Donc voilà, il faut essayer de trouver le temps parce que on est suffisamment animé par tout ce qui nous arrive, vous et nous. Et effectivement, les équipes sont sur des tensions intéressantes. Donc voilà, c'est un sujet, j'espère qu'on va pas se faire rattraper par le temps parce que c'est vrai que on est au mois de mai et que ça va vite filer. Mais donc merci pour l'initiative et je pense qu'il faut qu'on se retrouve à un moment. Parce qu'on est, voilà. Il nous reste pas mal de choses à faire. En tout cas, pour nous, beaucoup de choses à faire. Bah, Bien. Merci. de rien, avec plaisir. Je vous rejoins sur l'échelle de temps qui est fondamentale, surtout quand on lit bien les textes de l'UIMM sur la partie classification des emplois. Je vais vraiment parler de celle-là parce que c'est la base, dira-t-on, des évolutions. C'est vraiment le point fort. Euh, Vous avez la communication à faire auprès de vos collaborateurs. Si on prend en compte la partie communication, où vous avez un mois pour communiquer la cotation à vos collaborateurs et un mois pour communiquer la cotation à vos collaborateurs, recueillir leurs réponses et un mois pour répondre à leurs différentes questions éventuelles sur cette cotation des emplois. Au final, vous vous enlevez encore les 2 derniers mois de l'année. Donc là, ça avance encore plus vite. Vous faites que de nous rassurer, c'est gentil. Pardon. Après, moi, je préfère être franche avec vous, clairement, parce que je sais que, à force d'échanger avec des clients, on a des clients qui se disent, oh, mais je n'ai que ça à faire sur les quelques semaines qui restent. Mais quand on prend un petit peu de recul et qu'on voit la masse de choses à faire, euh, c'est assez vaste. Et les impacts aussi, quand on prend le temps de travailler sur les impacts
que va avoir cette classification des emplois sur la gap demain, sur la rémunération des collaborateurs, sur les accords, enfin, on touche vraiment à tout l'écosystème RH au travers de cette nouvelle convention collective de la métallurgie. Et oui, ça peut ne pas être très rassurant, mais c'était aussi l'objectif de cet échange d'aujourd'hui, c'est vous permettre d'échanger entre vous, entre nous tous autour de la call pour avancer peut-être de manière un peu plus sereine et de prendre le temps d'aller de l'avant sur ce sujet-là. Juste un point, Delphine de Faluel de Valéo. J'entends là, effectivement, on parlait de classification. Nous, on est plutôt bien avancé sur cette partie-là, mais moi, ce qui m'inquiète quand même un peu plus, c'est l'application de nos usages, de nos accords par rapport à la nouvelle convention collective et l'application en paye et des libellés des bulletins de paye, des intitulés des emplois, de la nouvelle classification, la prime d'ancienneté, effectivement, mais il y a aussi tout ce qui découle des accords et des usages. Et c'est vrai que moi, c'est plus ça que j'attends. Côté effectivement retour d'ADP, c'est comment on va gérer nos différents accords. Alors sachant que nous on est plus multi-établissements, multi-sociétés juridiques, donc de nombreux accords et d'usages. Et comment ça va être géré côté ADP entre les usages les plus favorables qu'il faudra conserver et la nouvelle convention collective. Moi, c'est plus ça que j'attends, de savoir comment on va travailler sur ces sujets-là et quelle va être. Voilà. C'est bien résumé. Nous c'est pareil. La même. Il y a deux niveaux. Il y a en effet ce qui est aujourd'hui paramétré dans ADP et il y a demain ce que la nouvelle convention collective attend de vous par rapport à tout ça. Donc, il y a des choses qui devront de base être mises en place. Et comme François-Jean l'évoquait tout à l'heure, vous êtes sur un monde qui est ouvert. Donc, s'il y a des choses à faire évoluer, clairement, il faut que ça aille dans les deux sens. Soit vous faites accompagner, on travaille main dans la main pour avancer ensemble sur le sujet. Soit, en effet, il va falloir travailler, mettre en place des ateliers de travail pour voir comment vous allez faire vos expressions de besoin pour justement intégrer toutes ces données-là en gap. Soit Jean, je ne sais pas si tu veux compléter. On l'a dit, en fait, sur la partie consulting RH, vous avez, en tout cas, vous avez la possibilité de piloter avec ADP sur cette partie-là. Sans cette partie consulting, c'est effectivement à vous de mener une partie du diagnostic et ensuite proposer, demander les ateliers thématiques, etc., de manière à ce que nous arrivions effectivement avec à travailler sur les nouvelles solutions de paramétrage. Cette partie de préparation, le consulting est là pour justement accompagner sur cette préparation des ateliers, l'identification des thématiques, des points paye. Là où vous avez effectivement, comme on disait précédemment, vous avez la convention collective et ses implications, ses usages, mais vous avez vos accords d'entreprise qui se basent sur ces anciennes notions et qu'il faut redétricoter. Cette partie-là, il n'y a que vous à pouvoir justement rentrer dedans. Nous, on peut arriver pour répondre aux questions que vous avez sur les explications de résultats de paye qui exploitent des anciennes notions. Mais des notions où on est sur des accords ou des usages qui aujourd'hui sont, des usages et des accords qu'on a actuellement et qui vont certainement continuer après le 1er janvier 2024. Et donc, tout ce qui est pour moi accord et usage favorable, ça va continuer. Donc, je comprends pas du coup le fait qu'on soit obligé de tout revoir et de se dire que la nouvelle convention, la nouvelle convention va apporter peut-être des choses plus favorables dans le cas d'usage, mais dans le cas d'accord, c'est nos accords qui vont continuer. Donc, c'est là où je suis pas forcément claire de qu'est-ce qu'on doit effectivement nous faire de notre côté. En fait, je dirais, si je peux me permettre, c'est effectivement, la convention collective, elle prévoit pas tout. C'est-à-dire que ça remet pas, ça mettra pas en cause vos accords d'entreprise ou vos primes
enfin voilà, ou vos usages à partir du moment où déjà, c'est pas des dispositions prévues par la convention collective. Hein, si c'est en plus, bon voilà, la convention collective ne prévoit pas toutes les primes, etc. Par contre, c'est plutôt par rapport à vos accords et vos dispositions d'entreprise, si elles sont paramétrées par rapport à la classification actuelle des salariés. C'est n'importe quoi. Si une prime, vous avez un accord d'entreprise Oui, par rapport au vous voyez, coefficient. voilà, c'est plutôt ça en fait. C'est faire la jonction entre la nouvelle classification d'emploi qui sera la seule existante, puisque vous ne pourrez plus garder la classification par salarié. Et si en face, vous avez une prime ou une indemnité qui est différente en fonction de la catégorie ou de l'échelon, enfin je ne sais quoi, là par contre, voilà, parce que là, vous n'aurez plus le référentiel classique des salariés. C'est là-dessus, en fait, c'est la jonction, vous voyez, c'est plutôt ce travail-là d'analyse en disant, si c'est pas du tout le cas, si c'est des critères autres qui n'ont pas de lien avec la nouvelle, qui ne sont pas impactés par la cotation des emplois, et que ça ne fait pas partie des dispositions conventionnelles de janvier à partir de 2024, vous continuez bien évidemment. Par exemple, je sais pas moi, une indemnité de licenciement, elle peut être plus favorable via un accord d'entreprise, mais par contre, vous voyez, dans la convention collective, elle diffère en fonction de la cotation d'emploi. Donc c'est là ce travail qui est un peu plus, qui demande un peu de réflexion sur je ne dois pas pénaliser mon salarié, mais en même temps, il faut que j'arrive à continuer à calculer mon indemnité sur des critères qui peut-être vont changer. Ok. Donc effectivement, c'est à terme, c'est comment intégrer, si vous avez des accords qui sont sur cette classification, l'ancienne classification, c'est comment refaire ces accords. Aujourd'hui, ils sont, ou demain, ils peuvent être moins favorables ou plus favorables, tout dépend. Nous, d'un point de vue système de paye, on peut sauvegarder le résultat et donc en le sauvegardant, on s'assure que ce que l'on paye n'est pas inférieur. On peut, c'est pas, mais c'est pas là où le nœud du problème s'opère. C'est comment est-ce que vous, entreprise, vous donnez de nouvelles règles de calcul sur ce critère de ce nouveau, cette classification qui embrasse des notions autres que les anciennes. Comment décrire le calcul? Nous, on le met en place. Demain, faudra réapprendre à le décrire. D'autres questions? Donc, si j'ai bien compris, Stéphane Aubray de Renault, là, il y a à la fois, on a été convié en tant que client, mais il y a aussi du personnel d'ADP qui découvre également en parallèle ces évolutions. Ce qui veut dire que nous, on a un comité de projet mensuel. On va donc intégrer ce chantier-là comme un axe prioritaire pour les mois à venir. Et avec les équipes en place, service client, de mener à bien notamment des ateliers dans la perspective pour les entités juridiques qui sont concernées, de pouvoir travailler dessus. Ok. On entend être tous alignés, c'est la raison pour laquelle on est tous autour de cette table. Très bien, en tout cas merci. De toute façon, ADP est au fait du sujet. Depuis le début d'année 2023, il y a une commission expert qui s'est créée autour justement de cette nouvelle convention collective. Donc voilà, que ce soit vos ingénieurs paye, vos responsables de compte, les gestionnaires de paye, donc pour les clients qui sont en managed services, tout le monde est bien au fait du sujet et des évolutions qui vont impacter notamment le système de paye. Une question, Aline Petit. Les équipes GAP qui seront dédiées à la mise en œuvre, en tout cas à l'adaptation des écrans, c'est les équipes. Non, c'est vos équipes quotidiennes qui travailleront sur les dossiers GAP, sur la partie GAP. D'accord, parce que je pense que vous l'avez
mis en œuvre sur des outils style Decidium GE où vous avez customisé la convention collective de manière comment dire, automatique. On ne va pas profiter éventuellement de la connaissance de ces équipes-là? Sur la classification, ouais, on a eu une restitution sur la classification et sur des décisions GE. En fait, le dictionnaire de données est beaucoup plus simple que celui, par exemple, que vous avez chez Legrand. Donc oui, on va en bénéficier et c'est le principe même d'aller tendre, mais vers la classification qui est déjà définie par la convention. On va positionner directement les groupes et la nouvelle classification. Mais comme je le disais précédemment, c'est là où sur la partie gap, étant donné que ce sont des données qui sont intégrées à l'intérieur de certains écrans, mais pas partout de la même façon, étant donné que ce sont des données aussi qui sont appelées dans le workflow d'embauche, mais qui sont soit héritées d'une saisie précédente, par exemple, on imagine que vous modifiez un emploi et en fait la classification est un héritage de cet emploi, donc elle est saisie automatiquement lors de la modification contractuelle ou lors de l'embauche. Et alors que par exemple sur Decidion, c'est complètement dissocié, ça n'est pas du tout corrélé. Vous ne décidez pas de lier l'emploi à la classification, c'est vous saisissez l'emploi. Le code INSEE remonte automatiquement, vous allez saisir la classification et puis c'est tout. C'est des zones dédiées. Donc là, en l'occurrence, en fonction des gaps et de notre parc client, il y a des automatismes qui sont exploités et qui sont déployés pour épouser votre organisation interne et vos processus d'utilisateurs. Ça, c'est vu au cas par cas. Et il faut que ça reste vu au cas par cas, sinon on va se mettre sur une verrue qui vous posera problème à terme. Mais les données que l'on utilise sont les mêmes données de paye. C'est de la classification n'est pas c'est pas une donnée nouvelle pour ADP. C'est une notion que l'on connaît. Par contre, chaque consultant Gap travaillera avec vous pour voir l'aménagement qu'il convient de mieux de faire à l'intérieur de votre ergonomie d'utilisation. Ok, merci. Alors, ce premier point, si vous voulez, c'était un premier. Notre objectif était de sensibiliser notre parc client. Le deuxième, nous souhaitions aussi d'évidence, en fait, proposer un second point. Est-ce que vous seriez aussi d'accord pour que nous portions une nouvelle invitation d'ici 2 mois? Oui, absolument. Oui. À mesurer l'avancement de chacun et puis être un petit peu chacun facilitateur en fait. Okay. Très bien, donc c'était notre premier rendez-vous. N'hésitez pas à revenir vers Cécile, vers vos responsables de compte et ils feront le lien avec Cécile. Pour celles et ceux qui voudront bénéficier de ces services. Sur ce, merci à vous. Merci. Merci pour votre présence. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.